Bonsoir à tous. D'abord, nous vous remercions pour votre participation très active. Je suis Christina Moto, neurologue à l'hôpital Niguarda de Milan. Aujourd'hui, nous allons parler des complications des AVC en phase aiguë. En parlant des complications aiguës, nous pouvons déjà commencer à les subdiviser en complications neurologiques et non neurologiques. Parmi ces complications, d'abord neurologiques, nous avons l'œdème cérébral, la transformation hémorragique d'un AVC ischémique ou des convulsions ou des crises épileptiques. Celles non neurologiques comprennent l'atteinte des divers organes pouvant être respiratoires, digestifs, cardiaques, circulatoires ou urinaires. Qui dit complications dit risque de décès certainement. Dans cette diapositive, nous avons les causes des décès, pouvant être respectivement neurologiques et non neurologiques, principalement cardiaques et pulmonaires. Comme vous voyez, les graphiques avec colonnes dans les premiers jours du début des symptômes, les causes du décès sont beaucoup plus liées aux pathologies ou causes neurologiques et le reste des jours aux pathologies ou causes non neurologiques, notamment cardiaques et respiratoires. À gauche, vous voyez que les causes neurologiques sont prédominantes dans les premiers jours du début des symptômes. On commence par des complications neurologiques. Premièrement, l'œdème cérébral. Il s'agit donc d'un gonflement de l'encéphale autour de la ligne médiane de l'artère cérébrale moyenne. Comme vous pouvez le voir sur l'image scanographique à gauche, il commence à se développer dans les 24 à 48 premières heures et provoque une détérioration neurologique progressive due à un gonflement. Due à un gonflement reçu de l'encéphale, à une hernie possible des amygdales cérébelleuses et pouvant entraîner même les décès. Les traitements consistent à une craniotomie décompressive qui s'est avérée très efficace lorsqu'elle est pratiquée dans les premières 48 heures suivant l'apparition de la maladie. Une thérapie osmotique telle que du glycérol, du mannitol peut être utilisée, mais retenons que les stéroïdes sont vraiment contre-indiqués car ils n'améliorent pas les pronostics et augmentent les risques d'infection chez nos patients. Une autre complication neurologique est la transformation hémorragique d'une lésion ischémique qui peut être détectée facilement par un scanner. Retenons qu'il existe différents types et degrés de transformation hémorragique d'une lésion ischémique. Il y a déjà une classification que peut-être vous connaissez et que vous avez déjà utilisée, c'est la classification ECAS, regroupant la transformation hémorragique des types 1 et 2 lorsqu'il y a des petites pétéchies sur les bords de l'infarctus ou dans les types 2 lorsqu'on a les pétéchies confluentes dans l'aire de l'infarctus mais sans effet de masse. Par contre, les sous-types avec hématome pété et parenchymaté des types 1 et 2, lorsqu'il y a les saignements et les saignements est plus abondant et couvre plus ou moins 30% de l'infarctus avec un effet de masse faible ou important. Cette transformation hémorragique peut être totalement symptomatique et va donc entraîner une détérioration neurologique d'au moins 4 points sur l'échelle NIH. On revient encore sur l'importance de cette échelle NIH. Pour poser le diagnostic de transformation hémorragique, cliniquement déjà, on va voir, évaluer notre patient. S'il y a une chute de 4 points sur les premières échelles NIH calculées, on peut déjà être interpellé sur une possible transformation hémorragique. La transformation hémorragique de la lésion ischémique peut se produire spontanément. Elle fait partie de l'histoire naturelle d'un AVC ischémique et peut être augmentée dans les cas d'une thrombolyse. Il y a une étude sur la transformation hémorragique effectuée en 2014 où est rapporté environ 6 à 7% après la thrombolyse.
il peut se produire une transformation hémorragique 24 à 36 heures après l'administration du médicament. Si une transformation hémorragique se produit, cela peut aggraver les pronostics et l'initiation ou la poursuite d'une thérapie anticoagulante. Ceci sur la base des tableaux cliniques et des indications. Une autre complication neurologique est la crise d'épilepsie liée à l'AVC, dont l'incidence varie de 2 à 33% avec un début précoce et de 3 à 67% si les crises tardives sont considérées. Cette variabilité provient de la méthodologie des études qui ont essayé d'étudier ces problèmes. Retenons que les crises récurrentes doivent être traitées et les médicaments doivent être choisis en fonction des caractéristiques du patient, alors que la prophylaxie antiépileptique n'est pas recommandée sur ce point en particulier. Il y a une revue de la Cochrane qui a été réalisée en 2022 sur 856 patients et qui a confirmé la non-recommandation de la thérapie antiépileptique prophylactique en cas de crise d'épilepsie liée à l'AVC. Une autre complication des AVC, toujours de nature neurologique, est la spasticité ou la rigidité. Elle se caractérise par un tonus lié à une augmentation du réflexe d'étirement et d'autres schémas moteurs qui résultent de l'AVC. La spasticité réduit l'extension articulaire et empêche les mouvements segmentaires physiologiques. S'ils sont parfois utilisés pour améliorer l'autonomie, la prévention repose sur la rééducation et la bonne posture dans la kinésithérapie dont nous avons déjà parlé dans les webinaires passés. Parlons de l'épaule douloureuse qui est une autre complication neurologique assez fréquente qui se produit chez 30 à 40% des patients ayant subi un AVC. L'épaule douloureuse est associée à des déficits moteurs positifs et reconnaît probablement une genèse multifactorielle telle qu'une subluxation gléno-humérale, une lésion de la coiffe des rotateurs, une épaule congelée, un syndrome de conflit des structures articulaires de l'épaule, une tendinite, une arthrite et consorts. Et alors, pour éviter cette complication possible, les postures du patient et les prises pendant les mouvements et surtout du membre supérieur sont fondamentales pour la protection de l'épaule. Retenons que l'épaule douloureuse se caractérise par des lésions qui persistent dans le temps. Parlons maintenant des complications non neurologiques. Ces complications ont été publiées très récemment en janvier 2025. Il s'agit d'une déclaration de l'Association américaine de cardiologie qui porte précisément sur les complications systémiques après un AVC aigu. La fréquence varie considérablement de 14 à 95 selon la méthodologie de l'étude et selon la sélection de la cohorte. Elles surviennent précocement après l'AVC et sont responsables de la mortalité précoce et du handicap à long terme. Les complications cardiaques surviennent chez 10 à 20% des patients ayant subi un AVC dans les premiers jours suivant l'apparition des symptômes. On peut donc avoir un infarctus du myocarde aigu ou un syndrome coronarien, soit également une insuffisance cardiaque ou une cardiomyopathie de Takotsubo et des arythmies cardiaques. Les taux de mortalité peuvent atteindre 12,5 à 23%. Une étude a montré que les complications cardiaques sévères précoces augmentent les risques de mortalité à court terme de 2 à 3 fois. Ici, je voudrais juste souligner que la fréquence des complications cardiaques dans l'hémorragie cérébrale varie de 20 à 40%, alors qu'elle est significativement plus élevée dans les cas de l'hémorragie. En ce qui concerne les arythmies, nous pouvons avoir une bradycardie qui peut nécessiter l'implantation d'un stimulateur cardiaque et des arythmies supraventriculaires, y compris une fibrillation ou un flûter auriculaire, qui ont vraiment un impact sur les traitements de l'étiologie de l'AVC, sur les traitements prophylactiques secondaires,
parce qu'en cas de fibrillation des flux-terres, il est nécessaire d'utiliser des anticoagulants qui peuvent avoir un impact sur une transformation hémorragique qu'on avait vu parmi les complications neurologiques. Les arythmies surviennent dans 50% des cas dans les 12 premières heures, dans 74% des cas dans les 24 premières heures après l'admission dans les services. Je vous ai apporté ces derniers travaux qui datent de quelques mois de 2024 avec un accent sur les complications cardiaques et qui a documenté combien ces complications sont élevées dans un nombre de cas dépassant les 2500. Les complications cardiaques peuvent être encore plus tardives. Cependant, dans les 3 premiers mois après l'AVC, l'incidence est assez élevée, soit 19% des patients ont au moins une complication cardiaque sévère. 29% des patients ont une fraction d'éjection inférieure à 50% et des 13 à 29% des patients ont une dysfonction cardiaque sévère et une insuffisance cardiaque ou une arythmie. L'hyperthermie, ici, c'est une autre complication très fréquente chez les patients avec AVC ischémique et atteint environ 60% des cas. Elle est plus élevée en cas d'hémorragie cérébrale et c'est dans les 72 premières heures suivant les débuts de la crise. Par hyperthermie, nous attendons une température corporelle supérieure à 38 degrés. Il a été démontré que l'hyperthermie augmente les risques de décès à l'hôpital et il existe une relation entre l'ampleur de l'augmentation de la température corporelle et les mauvais pronostics liés à l'AVC. Il est donc essentiel d'identifier la cause de la fièvre qui peut être infectieuse ou non. Il a été observé que les AVC graves sont associés à une augmentation de la température dans les 46 heures suivant l'apparition de l'AVC. Il a été également observé que les AVC graves sont associés à une augmentation de la température, ce qui n'est pas le cas dans les AVC légers ou modérés, ce qui suggère que l'étendue des lésions cérébrales peut jouer un rôle dans l'augmentation également de la température. Alors, retenons que bien qu'il y ait une nette subjectivité entre l'augmentation de la température corporelle et les mauvais pronostics, l'utilisation du traitement de la fièvre est d'améliorer les pronostics. Donc, faisons de notre mieux parce que la fièvre, l'hyperthermie font partie des axos. Il faut toujours utiliser un traitement adapté, ce qui permettra d'améliorer les pronostics de nos patients. Et des essais randomisés contrôlés ont été menés pour évaluer l'efficacité éventuelle du paracétamol par rapport à un placebo qui a été administré dans les 12 premières heures suivant l'épisode symptomatique. Les traitements par paracétamol n'ont donc pas montré d'efficacité en termes de pronostic, même si dans cette étude rapportée en 2020, une analyse des stocks avait observé qu'une température basale entre 37 et 39 degrés, le paracétamol améliore les pronostics. D'autres études ont été menées et la plus récente publiée en 2023 est l'étude Precious qui a évalué les traitements prophylactiques de l'infection et de la fièvre par les paracétamol afin d'améliorer les pronostics des patients âgés ayant subi un AVC aigu. Et là encore, l'impact sur les pronostics à 3 mois. Donc, en conclusion, il est très recommandé de traiter avec du paracétamol les patients avec une température supérieure à 38 degrés Celsius et de maintenir ces patients en normothermie avec une température inférieure à 37 degrés Celsius. Comme nous l'avons dit, il est toujours très important de distinguer les causes de la fièvre et de l'hyperthermie, car une fièvre est souvent liée aux complications infectieuses, dont les infections pulmonaires représentant 1 à 33% et ou des infections urinaires des voies urinaires représentant 2 à 27%. Notons que toutes les infections infectieuses
Toutes les complications excusées infectieuses représentent 50% des patients avec AVC. Les facteurs prédisposants peuvent être une dysphagie, l'âge avancé, une immobilité, une voie veineuse infectée, une sonde urinaire, des germes pathogènes hospitaliers ou une altération de l'intégrité de la barrière intestinale après un AVC et une migration des bactéries intestinales. Dans ces cas, le microbiote intestinal qui a été mis en évidence ces dernières années a une très forte interaction avec le système nerveux central, surtout à travers des mécanismes neuronaux, endocriniens et immunologiques, et forme un axe de régulation bidirectionnel qui est appelé l'axe microbiote intestin-cerveau. Et le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle dans l'apparition d'infections selon certains auteurs. Cela a été démontré. Nous verrons également plus loin que la thérapie prophylactique antibiotique n'est pas efficace pour prévenir les infections et cela peut également être lié au fait que les antibiotiques peuvent détruire cet axe microbiotique intestinal et exacerbant alors les changements déjà causés par l'AVC et va amplifier une réponse inflammatoire et augmenter la susceptibilité du patient aux infections. La pathologie respiratoire peut également déplacer la migration des bactéries à tel point qu'il a été souligné que les bactéries détectées dans les sangs et dans les sécrétions bronchiques, dans l'urine, sont des micro-organismes résidant couramment dans l'intestin, comme par exemple les Escherichia coli, l'entérocoque et consorts. Parmi les complications infectieuses, nous avons mentionné les complications respiratoires, dont notamment la pneumonie. La pneumonie associée à l'AVC, c'est une pneumonie quelque peu différente des pneumonies qu'on voit couramment, qui surviennent dans d'autres contextes, surtout en raison du contexte clinique dans lequel cette pneumonie survient et de la physiologie et de la microbiologie des micro-organismes responsables de cette pneumonie. Les nouveaux facteurs de risque sont des troubles, des nouveaux, comme nous l'avons vu, les facteurs de risque des infections respiratoires dont la pneumonie sont des troubles de la déglutition pouvant déterminer une pneumonie d'inhalation, une toux hypovalidante, une altération de la vigilance ou une immunosuppression post-AVC. Des études sur les infections ont également été menées pour déterminer quels micro-organismes sont fréquemment isolés au cours de la pneumonie. Et il s'agit principalement des bacilles et des cocci gram négatifs et positifs. En ce qui concerne les diagnostics, je voudrais souligner que la radiographie du thorax a une précision de 68% et qu'elle n'est donc pas totalement exacte. Une étude multicentrique sur l'utilisation du méthoclopramide ou primpéran et de la décontamination de la cavité buccale sur les patients atteints de pneumonie a montré que l'hygiène buccale est importante. De même, une mobilisation précoce et la position de la tête peuvent également jouer un rôle dans le diagnostic de la pneumonie. La dysphagie doit toujours être évaluée afin d'éviter surtout les pneumonies d'inhalation. L'autre complication infectieuse la plus fréquente est l'infection urinaire, dont l'incidence est d'environ 10%, qui augmente la durée de l'hospitalisation et des soins et retarde la réadaptation. Les facteurs de risque sont toujours la gravité de l'AVC et l'âge avancé. La présence dans ces cas d'une sonde vésicale, le sexe féminin, la rétention urinaire et toute morbidité préexistante telle que l'hypertrophie prostatique chez l'homme et le prolapsus vaginal chez la femme. Encore une fois, il y a aussi l'immunodépression car l'altération de la réponse immunitaire induite par l'AVC peut conduire à une augmentation de la gravité de l'infection urinaire, conduisant à un risque de pyélonéphrite ou de sepsis urinaire. La même étude récemment
a revu l'utilisation systématique d'une antibioprophylaxie et au cours de cette étude, il a été montré une réduction de l'incidence des infections urinaires, mais pas une amélioration du pronostic. Je vous laisse donc ces schémas que je ne commenterai pas, mais qui peut être très utile dans la prise en charge quotidienne, surtout pour différencier la fièvre secondaire à une expression secondaire à une infection et une hyperthermie qui peut être plutôt liée à l'atteinte neurologique et à la gravité de l'AVC, mais qui n'implique pas un processus infectieux. Pour compléter les complications respiratoires, disons qu'une hypoxémie aiguë peut survenir et doit être traitée par oxygénothérapie afin de maintenir une saturation en oxygène toujours supérieure à 94%. Attention à l'abus d'oxygène ou à une oxygénothérapie excessive, car il faut éviter la toxicité de l'oxygène et il faut toujours identifier la cause de l'hypoxémie aiguë et traiter les troubles respiratoires sous-jacents qui peut être une pneumonie comme je l'ai déjà mentionné, mais il peut aussi s'agir d'un œdème pulmonaire, d'une lésion pulmonaire ou d'une embolie pulmonaire. Nous verrons que la prévention des complications respiratoires est principalement représentée par des postures qui peuvent favoriser l'expansion de la cage thoracique et réduire ainsi les risques d'aspiration ou d'inhalation. La kinésithérapie respiratoire peut également être utile pour mobiliser les sécrétions et prévenir une atelectasie. Parlons de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire comme complication des AVC. Comme nous le savons, l'embolie pulmonaire est liée à la thrombose veineuse profonde. L'incidence de la thrombose veineuse profonde se situe entre les 2e et les 7e jours après l'AVC, avec un plateau où les risques varient de 5 à 53% en fonction des études prises en compte. L'embolie pulmonaire a été trouvée chez environ 1% des patients dans une étude où le plus grand risque d'embolie pulmonaire est déterminé par l'occlusion des veines profondes et proximales plutôt que distales. La prévention prophylactique est essentielle parce que l'embolie pulmonaire a un taux de mortalité élevé jusqu'à environ 10% des cas et est une cause majeure de décès précoces après un accident vasculaire cérébral. Les facteurs de risque de thrombose veineuse profonde et par conséquent l'embolie pulmonaire sont la gravité de l'AVC, la plégie des membres inférieurs, la vitesse et la déshydratation, l'obésité ainsi que la déshydratation. La prophylaxie de la thrombose veineuse profonde peut être effectuée au moyen d'une compression pneumatique intermittente qui s'est révélée très efficace et des doses prophylactiques d'héparine chez les patients présentant un risque élevé de thrombose veineuse profonde, souvent utilisé 4000 unités d'héparine. À commencer au moment de l'hospitalisation, les bas légers, les bas de contention légers, y compris les bas gradués, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et ne sont pas indiqués alors. Tandis qu'une mobilisation précoce et une hydratation adéquate sont indiquées en cas de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire. Retenons que les traitements anticoagulants est la thérapie qui doit être soigneusement évaluée pour les risques de complications hémorragiques et de lésions cérébrales. Et du coup, la mise en place de ces traitements anticoagulants, doit être bien évaluée pour éviter une transformation hémorragique. Passons alors aux complications gastro-intestinales qui sont également fréquentes et touchent environ 50% des patients ayant subi un AVC. Elles vont des troubles de la déglutition aux troubles de la motilité et de l'absorption intestinale, des hémorragies gastro-intestinales, une incontinence fécale ou une septicémie intestinale. La dysphagie qui est présente chez 45% des patients ayant un AVC aigu s'améliore au cours de l'hospitalisation et dure principalement la première semaine, mais
peut aller jusqu'à 1 mois dans environ un tiers des cas et est associé à un risque significativement accru de pneumonie ainsi qu'à la mortalité, à la malnutrition et à une moins bonne qualité de vie. Il est important de dépister la dysphagie chez tous les patients avant de commencer une alimentation orale ou un traitement médicamenteux afin d'identifier les patients à risque d'aspiration, car je voulais insister sur le fait que dans 40% des cas, l'aspiration peut se produire silencieusement. Nous ne disposons pas d'une thérapie efficace pour le traitement de la dysphagie, mais une identification précoce par un test avant l'administration des médicaments ou avant d'alimenter les patients permet de modifier les régimes alimentaires, d'apporter un soutien nutritionnel par d'autres voies que la voie orale, ce qui permet de prévenir les risques de pneumonie, surtout les pneumonies d'inhalation. Il s'agit ici du test de dysphagie ou de l'évaluation de la déglutition dans laquelle on n'entre pas dans les détails parce que ça a été vu au cours du webinaire passé où on avait parlé de la prise en charge kinésithérapeutique des patients atteints d'AVC. Comme dit précédemment, l'apport nutritionnel de tous les patients doit toujours être évalué. L'équilibre hydrique effectué et le régime alimentaire commencent dans les 7 premiers jours de l'admission. Mais il est clair que l'insertion d'une sonde nasogastrique doit être envisagée dans les premiers jours en cas de dysphagie ou de baisse de vigilance. Il est très important de mettre en place des protocoles d'hygiène bucco-dentaire pour réduire les complications infectieuses et améliorer le confort du patient. Si la dysphagie persiste pendant plus de 2 ou 3 semaines, une gastrostomie percutanée peut être considérée quand on prévoit ou quand on passe à une dysphagie prolongée. Les hémorragies gastro-intestinales ont une incidence relativement faible, mais elles ont un impact significatif sur la prise en charge et les pronostics des patients. Dans des rares cas, elle peut entraîner des modifications hémodynamiques, voire nécessiter des transfusions et peut conduire à l'arrêt du traitement antiplaquettaire ou anticoagulant, augmentant ainsi les risques d'infarctus cérébral ou des récidives d'AVC. Les causes les plus fréquentes d'hémorragie gastro-intestinale sont l'ulcère gastro-duodénal qui peut être préexistant ou l'exacerbation d'un ulcère préexistant qui peut être également lié précisément à l'événement aigu. D'autres causes plus rares, cependant, peuvent également être traumatismes. On peut avoir des ulcères traumatiques dont le positionnement d'une zone gastrique ou des néoplasies gastro-entériques. Nous n'avons pas dit qu'il est fondamental d'assurer la stabilité hémodynamique, précisément pour éviter l'augmentation. Donc nous n'avons pas dit qu'en cas, il faut retenir qu'en cas d'une instabilité hémodynamique avec une hémorragie grave, il faut assurer la stabilité hémodynamique et recourir éventuellement aux transfusions. Les altérations de la motilité intestinale sont également importantes et sont très fréquentes chez les patients victimes d'un AVC. Il y a d'une part la constipation qui est le principal facteur de risque d'immobilité, la modification du régime alimentaire, les médicaments qui peuvent agir sur la motilité intestinale comme les anticholinergiques. Il est donc important de favoriser la motilité par une mobilisation précoce et d'éviter les médicaments ayant des effets anticholinergiques, comme je viens de le dire. D'autre part, nous avons une diarrhée nosocomiale qui peut être causée par des médicaments, des infections ou même la nutrition entérale. Il faut se rappeler que chez les patients sous traitement antibiotique, cela augmente les risques des colites pseudomembraneuses à Clostridium difficile. Si la diarrhée est sévère, cela peut conduire à une hypovolémie et à une altération des électrolytes dont l'impact sur les pronostics est encore non connu, n'est pas encore connu, mais qui peut certainement avoir un impact sur l'état de santé du patient.
Un autre trouble gastro-intestinal est l'incontinence fécale, qui est fréquente au cours des 7 à 10 premiers jours, mais se résout généralement en milieu hospitalier. Également, dans ces cas, les facteurs prédisposants sont toujours un niveau de conscience altéré, une immobilisation ou une incapacité du patient à communiquer. L'accès aux toilettes difficile, des médicaments anticholinergiques, des troubles cognitifs et également la diarrhée. Cette incontinence fécale peut être responsable des lésions cutanées des décubitus chez les patients atteints d'AVC. Il existe également, comme nous montre dans cette diapositive, un diagramme sur les complications intestinales dont la diarrhée, l'incontinence fécale et la constipation. Parmi les dernières complications, nous avons l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë après un accident vasculaire cérébral a une incidence de près de 20% et est associée de manière indépendante à une mortalité accrue, à une incapacité, mais aussi à des complications cardiaques et à une hospitalisation prolongée. Les facteurs de risque sont une maladie rénale préexistante, un âge élevé, la gravité de l'AVC, l'insuffisance cardiaque, une cardiopathie ischémique, mais aussi les médicaments néphrotoxiques tels que les agents osmotiques dont nous avons vu qu'ils peuvent être utilisés pour lutter contre l'édème cérébral. Mais aussi, comme nous le savons, une réduction rapide de la pression artérielle peut conduire à des lésions rénales aiguës, et ceci dans les cas évidemment plus dans l'hémorragie cérébrale que dans l'AVC ischémique. Une selle et la lésion rénale aiguë par par un produit de contraste iodé pour les études d'imagerie telles que l'angiotac et les études de perfusion qui cependant a une incidence dans ces cas très faible et entraîne est beaucoup plus associé à une compromission rénale déjà préexistante. L'incontinence et la rétention urinaire se manifestent chez à peu près 1 à 2 tiers des patients avec AVC qui se résolvent spontanément dans la plupart des cas. Mais notons qu'une incontinence persistante est un signe de pronostic très négatif. L'incontinence urinaire représente 50% des cas de patients avec AVC et elle peut être causée par une infection, une altération de la conscience, des troubles cognitifs ou de la communication. Les facteurs prédisposants sont l'âge, un AVC grave ou les autres complications des handicaps ainsi que le diabète. L'incontinence urinaire augmente à son tour les risques d'escarre, ralentit la kinésithérapie en interrompant les traitements et de ce fait augmente alors la spasticité des patients avec AVC et entraîne l'aggravation de la souffrance des patients. La rétention urinaire est plus fréquente chez les hommes. Elle peut également être méconnue. Parmi les causes figurent non seulement les médicaments, mais aussi l'hypertrophie prostatique. Mais l'obstruction de l'écoulement peut également être exacerbée par la constipation. La dernière complication est psychiatrique et il s'agit de la dépression post-AVC. Et c'est une complication qui peut survenir et doit être évaluée et traitée avec des antidépresseurs en l'absence de contre-indication et l'efficacité doit évidemment être surveillée. Cela peut se produire moins fréquemment dans la phase aiguë, mais plus fréquemment dans la phase chronique de l'AVC. Il y a déjà eu un webinaire consacré exclusivement à l'unité neurovasculaire, mais je voulais vous présenter ce tableau qui montre comment toutes les complications dont nous avons parlé aujourd'hui sont réduites dans l'unité neurovasculaire chez les patients qui sont admis dans l'unité par rapport à un service conventionnel normal. Vous voyez que la progression de l'AVC est moindre ou la récurrence dans l'autre unité, mais aussi toutes les complications infectieuses et les chutes sont moindres dans une unité neurovasculaire par rapport aux autres unités de traitement conventionnels. D'où l'importance et l'apport des unités neurovasculaires dans la prise en charge des patients avec AVC
et dans la lutte contre les complications, surtout en phase aiguë liées aux AVC. Les interventions réalisées dans l'unité des traitements neurovasculaires se traduisent par un recours accru aux antibiotiques, mais aussi par une meilleure prévention du risque d'aspiration, une utilisation des fluides garantissant une meilleure hydratation, une meilleure utilisation de l'oxygène et du paracétamol, de la sonde nasogastrique et une utilisation réduite de la sonde vésicale, qui peut constituer un facteur de risque chez les patients avec AVC. En conclusion, il est bien sûr nécessaire qu'autour du patient se trouve une équipe multidisciplinaire composée de médecins et de cliniciens disposant d'une expérience interne dans la prise en charge des AVC et dans la rééducation et la réadaptation des patients avec AVC, et capable aussi de détecter et de traiter les complications post-AVC. Merci pour votre particulière attention. Ciao, grazie.